Bonjour, vous écoutez Quand en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Ce 22e épisode est intitulé « Interrompre le récit, qu'est-ce qu'un roman ?» Alors nous allons voir certains passages de romans dans lesquels l'auteur, l'écrivain se permet, en tout cas c'est comme ça que nous allons le formuler d'abord, se permet d'ouvrir une parenthèse, d'insérer un texte qui n'appartiendrait pas au récit. Un texte dont la nature serait différente du reste du texte. Et nous allons vous donner quelques exemples et voir ce qu'il nous enseigne, ce que cette action de l'écrivain, ce texte, cette manière de faire, nous enseigne sur le roman en général. Puisque ma petite thèse là-dessus, ça n'est pas que l'auteur sort du roman, mais plutôt qu'il nous montre ce qu'est un roman en faisant comment sortir. Et pour illustrer mon propos, nous allons commencer par une petite lecture du tout début d'un roman de Balzac qui s'appelle « La recherche de l'absolu ». Je vous recommande pas forcément sa lecture, mais en tout cas, les premières pages sont magnifiques, et puis cette parenthèse ouverte, cette interruption du récit intervient vraiment dans les toutes premières lignes du texte. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de vous le lire. Il existe à Douai, dans la rue de Paris, une maison dont la physionomie, les dispositions intérieures et les détails ont, plus que ceux d'aucun autre logis, gardé le caractère des vieilles constructions flamandes, si naïvement appropriées aux mœurs patriarcales de ce bon pays. Mais avant de la décrire, peut-être faut-il établir dans l'intérêt des écrivains la nécessité de ces préparations didactiques contre lesquelles protestent certaines personnes ignorantes et voraces qui voudraient des émotions sans en subir les principes générateurs, la fleur sans la graine, l'enfant sans la gestation. L'art serait-il donc tenu d'être plus fort que l'est la nature ? Donc pourquoi je trouve ce passage assez rigolo et intéressant, c'est que Balzac a à peine commencé son roman que ça y est, hop, il nous dit qu'il s'arrête et puis il va dire quelque chose au nom, pour le compte des écrivains, quoi. Je trouve ça intéressant quand même, c'est pas banal de faire ça, puis on se dit que quelqu'un comme Balzac le fait vraiment par nécessité, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit, et il va s'adresser, on a l'impression, pas seulement au lecteur, mais vraiment faire une déclaration publique, quoi. Et ça n'a rien à voir avec, a priori, le reste du roman. Alors il y aurait beaucoup à dire sur cette expression que j'utilise de temps en temps, hein, les ignorants voraces. Hein, le problème, c'est pas les ignorants, ce sont ceux qui sont, en plus d'être ignorants, voraces, parce que ce sont eux les prétentieux, et ceux-là qui nous cassent les pieds, parce qu'ils prétendent toujours savoir, et ils réclameraient quelque chose à l'écrivain, à celui qui crée. J'en profite au passage, comme en passant, pour essayer d'expliquer un petit peu plus ce que j'entends par interruption. Parce que si j'ai bien compris, et je comprends l'idée, dans le cinéma, Enfin, je comprends l'idée, je crois à comprendre et je crois être d'accord. On parle d'exposition, de scène d'exposition, quand on casse le récit pour introduire des explications dictées. Hein, alors c'est pas forcément une scène de dialogue, si je comprends bien, une scène d'exposition ça peut être autre chose, mais enfin, on casse le cours naturel du récit, de ce qui se passe en mouvement, en action, pour ouvrir une parenthèse explicative. Et si j'ai bien compris également, c'est très péjoratif dans le cinéma parce que on estimerait que le spectateur n'a pas à subir ce genre de scène pour comprendre quelque chose, que tout devrait être, on va dire, en mouvement, en action, intégré parfaitement au récit, et que s'il y a d'autres choses à raconter, faudrait faire un autre film. Dans les romans, il s'agit pas tout à fait de ça, mais il s'agit même pas de ça du tout. Et Balzac n'a pas envie d'écrire un texte, un roman pour dénoncer ça. Peut-être parce que il a autre chose à faire, il a une nécessité, il ne crée que parce qu'il a un besoin absolu de créer. Ça, c'est une définition de l'acte de création par Gilles Deleuze. En tout cas, une partie de cette définition, c'est-à-dire que on crée parce qu'il y a un absolu besoin de le faire. On le fait pas par pur plaisir ou parce que on a un message à faire passer. Bon, je dis ça pas de manière complètement innocente ou déconnectée de ce que j'essaie de faire dans cet épisode. Alors bien sûr, c'est très prétentieux de sous-titrer ça, cet épisode. Qu'est-ce qu'un roman ? On va pas définir ici ce qu'est un roman. On va essayer de montrer en tout cas
ouvrir une petite fenêtre sur, je pense, en tout cas le préjugé communément partagé aujourd'hui, qui serait que le roman est seulement une histoire. Alors, c'est marrant, parce que en fait, tout au long de l'histoire de la littérature, vous pouvez lire des articles là-dessus, vous tapez « qu'est-ce qu'un roman » sur Google, vous allez voir des articles sur ça. Tout au long de l'histoire, finalement, le roman, c'est à jeter, à briser ces codes narratifs pour jusqu'au au nouveau roman dans les années 50. Voir justement deux nouveaux romans apparaître dans lesquels il est plus du tout question de respecter des codes chronologiques, narratifs. Voilà, c'est comme en poésie ou comme dans tout autre genre peut-être, où on s'est permis de ne plus respecter des codes. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? On peut dire oui, on a peut-être libéré le roman de certains codes, mais aujourd'hui, tout livre publié par un éditeur dans une catégorie qui s'appelle littérature est appelé roman. Finalement, le roman ne veut plus rien dire. Nous, ce qu'on essaye d'introduire comme idée dans ce podcast, c'est de se questionner sur ce qui fait un roman. Qu'est-ce qui fait un roman ? Qu'est-ce que c'est qu'un livre qu'on peut appeler roman ? Est-ce que tous les romans qu'on publie aujourd'hui avec l'étiquette roman sont des romans ? Alors évidemment, l'idée très prétentieuse soutenue dans ce podcast, c'est que non, tous les livres ne sont pas des romans, et tous les livres sur lesquels on colle une étiquette littérature française ou je ne sais quoi, roman, ne sont pas des romans. Et le vrai roman, il ne s'agit pas de dire que c'est le roman classique, du genre, oui, seul Proust a écrit des romans, seul Balzac a écrit des romans. D'ailleurs, là, je vous parle des nouveaux romans, donc on est en 1950, on casse la structure très bien, mais en fait, si vous vous souvenez, par exemple, quand j'ai parlé de Gombrowicz, c'est donc 1930 en gros, Ferdi Durquet, je sais plus, c'est 33, 34, 36, j'ai déjà oublié, mais on a bien, si vous vous souvenez, au moins un passage, celui que je vous avais lu, dans lequel tout d'un coup, on n'est plus du tout dans le récit, on nous parle d'un chapitre qui s'appelle Philidor doublé d'enfants, si vous vous souvenez. Et on croyait que entendre la voix de, non pas Ferdi Durquet, si vous vous souvenez bien, mais de Jojo, du narrateur, et puis d'un coup, le narrateur nous parlerait d'introduire dans le récit, avant le chapitre qui va suivre, une réflexion sur l'infantilisation, l'encuculement, etc. Donc en fait, on n'a pas eu besoin d'attendre un mouvement, le roman était déjà, se détricotait déjà bien avant. Et puis, je vais rebrousser un petit peu le temps, dans le sens inverse du poil de la rotation des aiguilles. Le passage que je viens de vous lire de Balzac, dans la recherche de l'absolu, le tout début, on est en 1834. Donc là, il ne s'agit même pas de mouvement d'artiste. Non, c'est Balzac, il est en 1834, il n'a pas copié une pratique qu'il a vue chez un autre auteur, simplement, il a quelque chose à écrire et il l'écrit. Et puis, un autre passage que je vais vous lire dans ce sens, mais après vous allez voir, je vais essayer de développer mon propos. Donc on se retrouve là plus tard dans Proust, dans le temps début du XXe siècle, puisque Proust commence à rédiger La Recherche du temps perdu en 1907, il me semble, et dans le dernier livre qui s'intitule Le temps retrouvé, puisque La Recherche du temps perdu est découpée en plusieurs livres, on a un passage, mais après vous allez voir, je vais un peu élargir tout ça. On a un passage que je vais vous lire. Les êtres les plus bêtes, par leurs gestes, leurs propos, leurs sentiments involontairement exprimés, manifestent des lois qu'ils ne perçoivent pas, mais que l'artiste surprend en eux. À cause de ce genre d'observation, le vulgaire croit l'écrivain méchant. Et il le croit à tort, car dans un ridicule, l'artiste voit une belle généralité. Il ne l'impute pas plus à grief à la personne observée que le chirurgien ne la mésestimerait d'être affecté d'un trouble assez fréquent de la circulation. Aussi se moque-t-il moins que personne des ridicules. Malheureusement, il est plus malheureux qu'il est méchant. Quand il s'agit de ses propres passions,
tout en connaissant aussi bien la généralité, il s'affranchit moins aisément des souffrances personnelles qu'elle cause. Alors, il y a deux choses là, enfin plusieurs choses. Il y a d'une part le fait que, bon, l'interruption du récit, il ne s'agit pas de parler des descriptions, par exemple. Ça m'est déjà arrivé d'entendre ou de lire que la description était une interruption du récit, alors que pour moi, elle coule dans le récit. On est toujours dans, en tout cas, l'illusion, le décor d'une histoire racontée. Alors que là, alors c'est pas forcément des prises de position politique, des grands éclats, tout simplement de l'auteur, mais ce sont des prises de parole qui sont complètement en dehors du récit et qui s'adressent à un peu tout le monde et personne à la fois, pas forcément le lecteur. Donc ça peut nous paraître bizarre. On a l'impression que c'est une chose qui aurait dû être glissée sur un billet de blog aujourd'hui et qui est dans le roman parce qu'il faut bien qu'elle soit quelque part, et elle n'interrompt pas le roman dans la mesure où de toute façon on va le voir avec la recherche du temps perdu, justement, parce que c'est pas que c'est un en dehors du roman, finalement, c'est que le roman n'a pas vocation à être simplement une histoire racontée. Et alors autant chez Balzac, c'est la seule insertion de cette nature que je connaisse, il y en a peut-être d'autres. Mais par contre, dans Proust, il serait peut-être intéressant d'expliquer tout ce qu'est la recherche du temps perdu, mais le temps retrouvé prend une place bien à part dans la recherche, ou en tout cas, tout d'un coup, comment dire, elle fait croître, j'avais envie de dire, ou elle révèle, ou elle prend la parole, comment dire, elle devient d'une nature où elle expose, elle fait parler une voix ou un aspect du roman qui était déjà parfois là tout au long de la recherche, mais par petites touches, puisque dans la recherche du temps perdu, il y a un récit, il y a des personnages, il y a vraiment des descriptions de plein de choses qui se passent dans toutes ces pages, puisque la recherche du temps perdu, c'est quand même un roman assez long. Mais le temps retrouvé, voilà, c'est tout d'un coup, on n'est plus tout à fait, encore un petit peu, mais on n'est plus tout à fait, et en grande majorité, on n'est plus dans le récit. On est dans cette voie-là que je viens de vous lire, justement, où alors si vous avez lu déjà des textes comme Le Contre Sainte-Beuve de Proust ou ses écrits sur l'art, tout d'un coup le temps retrouvé, ça a une valeur comme ça un petit peu presque de traiter sur la littérature et sur l'art. Il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, et puis il y a toute une explication de ce qu'est le temps retrouvé. En fait, c'est très riche, forcément. Voilà, on reviendra probablement sur le sujet du roman ou de la littérature en général, qu'on distillera dans d'autres épisodes de Comme en passant. J'aimerais maintenant vous parler d'un petit truc, d'une petite idée que j'ai mise en place en fait pour la fin de la saison, la première saison du podcast qui se terminera, ça tombe bien à la fin de l'année 2016, donc en décembre, puisque j'avais mis en ligne le premier épisode au tout début 2017. Eh bien, pour l'épisode final, j'ai décidé de vous faire participer le plus possible. Alors les choses sont simples. Il n'y a pas de thème imposé. Il s'agit de lire un poème. Alors, à part quelques exceptions, l'idéal, c'est que vous enregistriez votre voix sur votre smartphone, sur votre PC. Si vous avez un portable ou une webcam, tout ça peut suffire. Soit vous avez écrit un poème, même très jeune, soit vous écrivez un petit texte pour l'occasion, et n'ayez pas peur du mot poème. Vous pouvez écrire un petit texte qui vous passe par la tête, en prose, vous n'êtes pas obligé de faire de la versification, d'écrire en alexandrin, et vous m'envoyez tout ça pour première semaine de décembre, deadline, on va dire, vous m'envoyez un petit fichier le plus rapidement possible, pendant le courant du mois de novembre par exemple, le temps d'écrire tout ça, de cogiter,
Et puis, je fais un petit épisode, je sais pas quel numéro portera cet épisode, mais enfin en tout cas ce sera l'épisode final de la saison 1, et puis je mettrai ça en ligne pour Noël ou pour le jour de l'an. Voilà la petite idée, donc c'est pas compliqué. Vous allez sur commentpassant.fr, j'ai créé un post exprès pour vous expliquer tout ça, mais en tout cas, il y a une adresse mail du podcast qui s'appelle podcastcep@gmail.com, et puis vous pouvez utiliser des services comme Google Drive ou WeTransfer ou que sais-je encore d'autres, Dropbox pourquoi pas, pour m'échanger le fichier. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode, soit une présentation de texte, soit un sujet de réflexion qu'on a réussi à avancer avec des intervenants. Sur ce, je vous remercie d'écouter Comment Passant, et puis à bientôt, et puis à bientôt, et puis